Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc oui, je poursuis encore avec un DVD de catch, donc toujours ceux du côté de WWE. Comme quoi, ben, on ne change pas une équipe qui gagne, ou plutôt on ne change pas de, de trucs qui paraissent plus simples à citer. Et si vous avez cliqué sur la miniature, sans trop vous faire tarder, je vous montre directement la jaquette et le DVD. Donc, ce DVD-là, c'est WrestleMania Backlash 2022. Alors, vu comment j'ai celui de 2021, donc le WrestleMania Backlash 2021, eh bien, cette fois-ci, je le possède en 2022. Et puis, ben, en 2023, ce sera uniquement Backlash seulement. Et 2024, uniquement Backlash en France. Mais bon, ça, vous le saviez, inutile de vous tout citer, tout cela. Mais au moins, de l'information de temps en temps, ça ne fait pas du mal. Et il faut savoir que ce DVD-là, il est uniquement en anglais et en version allemande aussi. Mais sinon, c'est que uniquement en anglais. Sur le WWE Network et évidemment le WWE Netflix, il est uniquement en français. Donc si vous voulez écouter les commentaires de l'époque 2022-2021, bah, tous les pay-per-view Premium Live Event, vu comment maintenant c'est depuis, je crois que c'est depuis 2021 ou 2022, auquel maintenant le terme c'est plus PPV PLE pour Pay-per-view Premium Live Event, même s'ils abordent beaucoup plus le côté Premium Live Event. Mais vu comment moi je suis à l'ancienne, je dis toujours PPV pour Pay-per-view et que j'accompagne PLE Premium Live Event quoi. Donc, comme quoi, faut pas me faire changer à des trucs que je ne veux pas changer du tout. Donc voilà tout. Donc, si vous êtes collectionneur et que vous les collectionnez, la plupart de tous les DVD de l'époque, vous les pouvez, si vous voulez bien sûr. Si vous voulez pas, je n'ai pas à vous forcer. Et si vous voulez faire plus simple, regardez sur le WWE Network ou alors sur le Netflix, que ce soit l'un des deux, vous avez l'embarras du choix. Vous avez les commentaires anglais, les commentaires français, et je ne sais que d'autres commentaires. Voilà tout. Donc voilà, comme ça, vous le saviez bien tous. Je vais essayer de durer moins longtemps parce que c'est vrai que j'ai fameuse habitude de durer un peu trop longtemps, mais faut pas que je tarde trop. Mais bon, le tout premier match de la soirée, donc le premier match de l'opener, on te balance directement un Cody Rhodes contre Seth Freaking Rollins, ou Seth Rollins. Eh ben, direct, on te met le match direct qui avait marché pendant la nuit 1 de WrestleMania 38, et que là, on te le met dans un WrestleMania Backlash. Et que je sais pas quel est votre état d'esprit à propos de cela, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais plutôt adoré ce match-là. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais sûrement peut-être pas dit. C'est vrai que lorsqu'il avait quitté la AEW, quelque part pour la AEW, c'est un peu une grosse perte, en sachant qu'ils ont perdu ben, l'un de leurs meilleurs éléments. Et puis, ben, on verra par la suite avec CM Punk, comme quoi ben, ça a complètement merdé par la suite. Et du coup, ben, vu comment la AEW commençait à faire des n'importe quoi, la plupart des anciens WWE se ramenaient du côté de WWE, et quand ça leur convenait pas, eh ben, ils retournaient à la AEW. C'est un peu bizarre comme situation, hein. Surtout à l'heure actuelle, quand TKO fait n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais vous connaissez mon avis là-dessus et je n'ai pas besoin de trop en dire vu comment moi j'en ai déjà assez trop dit sur TKO, mais je sais que The OG n'en a pas terminé à en balancer du sel, comme je pourrais dire, de la sauce, du sel, tout ce que vous voulez. Et que à propos de Cody Rhodes, alors oui, c'est vrai, la particularité, il avait quitté la WWE parce que la gimmick de Stardust ne le convenait absolument pas. Et si jamais il aurait continué en tant que Stardust, bah, c'est sûr, il n'aurait pas franchi le main event. Parce que c'est vrai que la gimmick de Goldust, Stardust, pardonnez-moi, la gimmick de Stardust, c'est plus une gimmick de comique. Et du coup, ben, une gimmick qui se prend pas assez au sérieux n'a pas sa place dans le main event. Alors que le côté American Nightmare peut être dans le côté du main event.
Et d'ailleurs, aux fondamentaux, donc au tout début de la gimmick, c'est vrai qu'il était plutôt heel. En même temps, Nightmare, c'est vrai que c'est plutôt côté heel et pas le côté babyface. Et qu'il avait fondé la EW, ça vous le savez très bien. Et quand il est revenu, eh ben, il s'est imposé en tant que nouveau super-héros. Ouais, comme dirait John Cena, le tout nouveau Joey flambant neuf. Et auquel ben, c'est maintenant à lui que tout doit tout tourner autour de lui, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça marche plutôt bien avec les familles, avec les enfants. C'est vrai que Cody Rhodes a un impact sur la nouvelle génération. Concernant Rollins, eh ben, comme à WrestleMania 38, eh ben, il est venu avec sa tenue qu'il avait déjà portée. Donc, pourrait espérer d'avoir une victoire sur Cody Rhodes, limite du un partout et qu'on finit sur une balle au centre. Et pourtant, ça ne sera pas du tout le cas du tout. Durant tout le match, je sais que Rollins, il va beaucoup narguer Cody Rhodes. Et c'est vrai que la plus, ah, la particularité qu'il a, Seth Rollins, c'est de nous énerver avec son fameux rire du Joker, les fameux comme ça. Eh ben, c'est vrai qu'il a vraiment une tendance à nous énerver de plus en plus, surtout en disant je suis le visionnaire, je suis le révolutionnaire, je suis Seth freaking Rollins. Bref, c'est vrai qu'il a vraiment une tendance à nous énerver. Et c'est ce qu'il cherchait, évidemment. En même temps, il est heal, c'est comme ça comment il remplit son job de heal. Mais au bout, à la longue, ça devient très lourd. Au bout d'un moment. Donc, malgré qu'il a voulu essayer de narguer, de rentrer dans la tête de Cody Rhodes, il en est pas réussi du tout. Avec des multiples prises qu'on en a eu à gogo, un peu comme on a eu du côté de WrestleMania 38. Donc, bien sûr, on nous a sorti les fameux classiques, les Crossroads, tentatives de stomp, les Pedigree, euh, les Phoenix Splash, et j'en passe de tous les prises. Cette fois-ci, le Crossroads ne passera pas du côté de Seth Rollins parce que c'est uniquement compte de 2. Quand il a essayé d'enchaîner avec un nouveau Crossroads, eh ben, ça va se retourner contre lui avec un énorme coup de genou en plein visage, de Pedigree, et que c'est uniquement compte de 2. Et puis, à un moment du tournant du match, on pourrait appeler ça bah, un genre de opportuniste de l'un des deux. Qui serait le plus opportuniste dans le match? Alors, c'est vrai que Rollins, il a toujours été un opportuniste et que ça lui a jamais, on va dire, échappé ce côté opportuniste assumé. Mais que celui qui a su être opportuniste durant le match, ce sera Cody Rhodes. Après un tentative de roll-up de Rollins sur Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes qui va retourner la situation et qui va bien maintenir le pantalon de Seth Rollins pour que ses épaules soient bien clouées au sol et qu'il reparte avec la victoire. Donc, vous avez compris, c'est une nouvelle fois victoire de Cody Rhodes et qu'on était à 2. Donc, il n'y aura pas de 1 partout. Là, c'est uniquement 2-0. Et après, vous connaissez la suite. Ils vont s'affronter au Hell in a Cell, auquel ce match va être énorme. Surtout que, surtout que Cody Rhodes, il s'était vraiment déchiré le muscle pectoral en voulant essayer de défier un mec à la muscu. Donc il a voulu essayer de le défier. Et à cause de ça, il s'est déchiré tout le pectoral droit. Un peu comme un certain John Cena et qu'il a mis énormément de temps à revenir. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se blesser au moment où tu es en train de revenir et que tu commences à prendre du poil à la bête. C'est un peu dommage, mais ce sont des choses qui arrivent et que heureusement que sa hype et sa progression n'a pas diminué en flèche. Heureusement. Et d'ailleurs, à ce propos, pour Vince McMahon, c'est vrai que ce sera cette année-ci auquel on va lui forcer à prendre sa retraite. Alors, pas dans ce mois-ci, on va dire ça comme ça, ce n'est pas durant cet événement-là, c'est un peu plus tard dans l'année 2022 et que il va, entre guillemets, prendre sa retraite de manière très forcée. Et du coup, ça ne va pas forcément plaire à certains et d'autres s'étaient vraiment ravis. Je m'en rappelle, j'étais plutôt content qu'il n'était plus à la tête du processus créatif
et que je pensais que ce serait une bonne chose que Triple H prenait le flambeau et qui prenait le pouvoir. Mais maintenant, vu comment je commence à comprendre la tournure que prend actuellement la WWE, je me dis que c'est peut-être pas non plus une très bonne idée. Donc, on y pense quand c'est un peu trop tard et que maintenant on regrette un petit peu. On regrette un tout petit peu, mais bon. Pour ce match-là, c'est 4,50. Je décide de mettre ça parce qu'il est plutôt pas mal. J'aurais bien voulu en mettre plus. Par exemple, faire du Dave Metzler. Waouh, ce match a 5 étoiles. Eh ben non, pas du tout. Ce sera à 4,50, un point c'est tout. Voilà tout. Ensuite, ben, encore un match simple, mais cette fois-ci entre Omos contre Bobby Lashley. Donc oui, les deux gros mastodontes, le géant nigérian Omos et contre le Almighty Bobby Lashley. Et qui, par la suite, Omos était accompagné par MVP, Mantel Van Tervius Porter. Donc, selon MVP, ben, Bobby Lashley l'aurait complètement rejeté MVP, Shelton Benjamin et Cédric Alexander quand, quand tout le pouvoir, toute la puissance lui est montée à la tête. Et du coup, ben, MVP n'a pas du tout apprécié ben, ce genre de comportement et ce genre de coup de pute que a fait Lashley. Eh bien, à son tour, il décide de se venger, mais en se rangeant derrière un géant nigérian, qui est Omos. Et en connaissant McMahon, c'est sûr que il aimerait tellement de voir Omos être mieux pushé, comme un certain Great Khali ou le Big Show, ou n'importe quel géant qui ont existé du côté de la WWE, et qu'ils veulent en faire des stars, des attractions spéciales, et j'en passe de tout ce qu'ils pourraient en faire sur Omos. Et finalement, sous le booking de Triple H, ce ne sera pas du tout le cas. Vu comment à WrestleMania 38, c'était Bobby Lashley qui a eu le dernier mot en le battant Omos avec un énorme spear, bah, cette fois-ci, ce sera au tour de Omos à en venir à bout de Bobby Lashley. Bien sûr, toujours avec l'intervention de MVP. Vu comment, à certaines occasions, il n'hésite jamais à intervenir et de mettre son petit grain de sel pour avantager son poulain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Et du coup, ben, ça permet à Homos de faire un genre de Homos bomb ou un Kali bomb, bref, un double choc slam pour la victoire. Donc c'est victoire de Homos. Et ce match-là, c'est un 3,10. Donc je décide de mettre ça. Et que j'aurais bien voulu en mettre plus, mais c'est déjà assez suffisant. Voilà tout. Ensuite, ben, encore un rematch, donc la revanche de WrestleMania. On a eu le Cody Rhodes Seth Rollins. Cette fois-ci, on a encore du Edge, slash Cope, slash Adam Copeland contre Edge et Styles. Suite à ce WrestleMania auquel ben, il y a eu l'intervention de Damien Priest, il y avait une stipulation, si jamais Edge utilisait de l'un de ses partenaires, donc Damien Priest bah, pourrait intervenir durant le match, eh bien, il serait, bah, entre guillemets, disqualifié, mais aussi, Damien Priest n'a pas le droit à se présenter pendant ce match. Et pourtant, c'est ce qui va quand même le faire. Oui, parce que spoiler, il va quand même le faire. Je sais qu'au début, ça commence avec du Edge et AJ qui en découdrent une nouvelle fois, vu comment AJ n'a pas apprécié de comment Edge a remporté. Selon lui, c'est injuste et c'est une affront. Donc, il veut à tout prix comment dire, bah, le faire payer pour cette fameuse affront. Donc, il va pas en rester là. Il va rattraper son erreur qu'il avait fait à WrestleMania. Est-ce qu'il pourrait le faire? Ah, très bonne question. Hein. C'est une très très bonne question. En sachant qu'il avait bah, la possibilité d'en finir très rapidement. Mais Edge a toujours un petit longueur d'avance sur AJ. Et c'est vrai que c'est un peu dommage bah, pour AJ de ne pas avoir l'avantage psychologique sur Edge, en sachant que à tout moment il a déjà affronté des catcheurs et auxquels il en est sorti grandi. Et que c'est vrai que cette situation est un peu compliquée, je ne vais pas vous le mentir.
et dire qu'il y a eu des tas d'enchaînements, que des enchaînements, enchaînement sur enchaînement, prise par prise, mais qui avaient du sens. Puis il y a l'intervention de Damien Priest qui est juste là pour aider entre guillemets son maître, vu comment le projet de Edge c'est de créer sa faction et auquel il a baptisé The Judgment Day. Et du coup son premier membre était son lieutenant Damien Priest. Et après que Damien Priest se fasse attaquer par derrière par Finn Balor, le futur chef du Judgment Day, eh bien, il pourchasse, il fait fuir Damien Priest, et puis t'as Edge Styles qui veut poursuivre son attaque au niveau de la troisième corde sur Edge. T'as une personne cagoulée et capuchée. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Eh bien, il a décidé de faire pousser Edge Styles de la troisième corde, et ça va permettre à Edge de faire, je crois, un spear et qui va effectuer un crossface. Mais sauf que AJ n'abandonne pas par soumission, mais il perd connaissance. Je crois que c'était un crossface. Oui, je l'ai dit, c'est un crossface. Pourquoi je dis je crois, alors que je sais que c'est un crossface. Donc je m'en excuse, hein. Parfois je m'embrouille. Faut dire, mentalement, je m'embrouille avec mon cerveau. C'est un peu compliqué. J'essaye d'expliquer les choses convenablement, mais c'est pas forcément évident. Eh bien, suite à l'intervention de cette personne cagoulée et capuchée, eh bien, c'est toujours victoire de Edge qui a le dernier mot sur AJ Styles. Et que c'est un petit peu dommage que AJ n'a pas réussi à battre Edge. Ça aurait été du 1 partout, ça aurait été plus évident. Mais non, mais non. Et que cette personne va pas tarder à se démasquer. Et il s'agit ni plus ni moins que de Rhea Ripley, qu'elle décide de se démasquer, et elle a ainsi changé de look. Donc elle était passée de couleur blonde à de couleur noire. Donc elle a noirci ses cheveux et qu'elle rejoint la faction de Edge. Donc c'est sûr, en ce moment, ils ne sont que 3. Jusqu'à ce que, vous le savez très bien, il va y avoir du quiproquo par la suite avec Edge. Alors pourquoi est-ce que Rhea Ripley décide de rejoindre l'équipe de Edge et de Damien Priest? Alors, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a eu une embrouille entre elle et Liv Morgan, et que par la suite, Rhea Ripley a décidé de s'en prendre violemment à Liv Morgan, si je dis pas de bêtises, et que c'est comme ça comment elle a préféré de suivre un suiveur qui était Edge, le premier fondateur du Judgment Day. Et voilà, après, vous aurez deviné par la suite, ils vont se retourner contre lui en faisant de Finn Balor le nouveau chef, et que par la suite, il va avoir un nouveau recrue à la personne de The Dirty Dom, Dominic Mysterio, et puis ils vont commencer à monter en puissance, et que c'était aussi dans ces moments-là auxquels je n'appréciais pas trop le Judgment Day, et encore actuellement, hein, c'est pas ma faction de cœur. Ça peut fonctionner chez certaines personnes, notamment les ados, mais moi, c'est pas trop ma cam. C'était pas trop ma cam le Judgment Day, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas actuellement. Pour moi, il n'y a que la Bloodline qui compte, tout simplement. Donc ce match-là, je lui mets un 4, voilà, vu comment j'avais bien apprécié entre les deux. Et maintenant, il y a encore un autre match, et c'est un match par... je crois que c'était un I Quit match pour le titre féminin de SmackDown entre Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Donc, suite à leur premier affrontement en 1 contre 1 du côté de WrestleMania 38, même si je sais que c'était pas le premier, leur premier c'était lors de Survivor Series 2018, si je dis pas de bêtises, auquel c'était Rousey qui avait gagné par disqualification. Mais on va dire que depuis que Ronda était de retour, eh bien ça a été Charlotte Flair qui a eu l'avantage psychologique sur elle. Et que là, ils refont la revanche, mais avec une stipulation auquel il est temps pour les deux femmes d'en découdre. Et vous savez ce que j'en pense de Charlotte et de Ronda. Vous saviez, ce sont les deux catcheuses les plus critiquées,
L'un parce que on lui donne tout sur un plateau d'argent, et l'autre parce qu'elle a une très mauvaise réputation et pas très communicative envers les fans de catch. Et pourtant, on sait que les deux peuvent être bonnes quand il s'agit de faire du bon catch, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, vu comment j'avais pas trop apprécié du côté de WrestleMania, celui-là, je l'aime un petit peu moins, mais je reconnais qu'il était bon que leur second affrontement. Donc je parle bien de WrestleMania 38, pendant la nuit 1. Et que là, ils ont été très très brutales, même si j'ai un peu peur de la part des deux qui se mettent trop sur la gueule. Je veux bien que dans le catch, il faut faire les choses un peu réalistes, mais de manière contrôlée. Mais quand ça devient incontrôlable et que ça commence à partir en vrille totale, pour de vrai, sans excuse et sans faire attention avec qui tu travailles, ah, il n'y a pas à dire, il y a quoi d'augmenter la haine profonde entre les deux. Et vu comment ça va directement crescendo avec du Ronda Rousey qui s'acharne violemment sur Charlotte, et t'as du Charlotte qui nargue Ronda en montrant qu'elle aussi, elle peut être très violente, quitte à l'humilier personnellement, ou encore l'écraser violemment au sol, donner des sales coups de kendo, de coups de chaise. Et pourtant, quand c'est Ronda, eh ben, elle va prendre les deux kendo, elle va le fouetter sur tout le corps, à tel point qu'elle va matraquer les deux objets. Donc elle les matraque, elle les matraque. Et ça poursuit toujours le combat. Donc ça s'envoie des violents atémis, des violents clés de jambes, clés de bras, et, euh, et des prises brutales comme les backbreakers. Et après, on va dans le public et qu'on poursuive l'attaque dans le public. Puis on remonte au ring. Ça se bat très très violemment. À tel point que je crois que Charlotte elle va s'en tirer un peu avec des stigmates, un peu comme elle a eu du côté de WrestleMania 38, auquel elle a eu que des stigmates, et même Ronda aussi, vu comment elle aime augmenter l'intensité à l'état pur. Et pourtant, à chaque fois, Charlotte, désespérée, elle demande à Ronda d'abandonner, mais cette dernière n'est pas du genre à dire j'abandonne. Donc c'est sûr que elle, elle n'abandonnerait pas, surtout quand c'est Becky Lynch ou même Charlotte Flair. Ce sont les deux auxquels elle veut pas réellement abandonner, et pourtant, il y a des moments auxquels il y a eu peut-être du rififi, qu'on se dit, ah, peut-être qu'elle n'est pas si résistante qu'on peut le dire. Et pourtant, c'est exactement le cas. Elle a un côté très résistante, et quand c'est Ronda, eh bien, toujours la même réponse, du côté non. Et il y a un moment dans le climax, je passe directement à la fin du match, bien Charlotte, elle lui donne une dernière chance à Ronda d'abandonner, et qu'elle va dire le mot qu'elle n'aurait sans doute pas dû dire à Ronda. Joyeuse fête des mères. Oui, parce que dans ce show-là, c'était le jour de la fête des mères. Et du coup, elle a voulu essayer de l'humilier et d'essayer de l'abandonner avec sa prise en 4 plus prise en 8. Mais elle refuse en disant je ne vais pas abandonner, espèce de sale chienne. Et ensuite, quand elle aura l'avantage, elle va utiliser et prendre le bras avec la chaise pour dire je savais que tu allais dire ça, alors je vais te faire abandonner, espèce de petite garce. Et du coup, elle fait sa fameuse armbar en katame, donc elle utilise toute la pression de ses bras et de la chaise, et auquel Charlotte, par cri de douleur et de désespoir, eh bien, elle décide de abandonner en disant j'abandonne, et que c'est comme ça comment on a une nouvelle championne féminin de SmackDown. Donc c'est Ronda qu'elle devient championne. Donc certes, elle a gagné le titre, mais est-ce qu'elle a gagné le respect de la foule? Pas du tout. Certes, la foule était à peu près derrière elle, mais pas trop. Qu'une petite partie du public, mais sinon toute une large partie du public, c'est que des huées, et même partage pour Charlotte Flair, entre quelques personnes qui l'encouragent et qui le sifflent. Donc c'est vrai que ça a une saveur assez particulière, mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire là-dessus.
si ce n'est que le match était mieux que celui de WrestleMania 38, même si c'était pas du parfait chef-d'œuvre technique, mais c'est un 3,40. Je décide de mettre ça. Alors, plus que deux matchs après c'est terminé. Oui, parce que j'ai hâte d'en terminer vite fait. Alors, un match simple entre Madcap Moss slash Riddick Moss contre l'ancien roi, l'ancien loup solitaire, l'ancien constable. Bref, bref, vous savez compris de qui il s'agit. The Happy Baron Corbin, donc on connaît sous le nom de Tom Pestock. Oui, Tom Pestock. Ou Bishop d'ailleurs. Oui, parce que de temps en temps il utilise d'autres noms. Mais vous avez compris, c'est Baron Corbin. Après que leur association a été sous forme de blagues assez forcées, parce que oui, les deux, quand ils étaient ensemble, c'était se moquer des autres. Surtout depuis que Corbin, quand il a gagné au casino, qui s'est refait, qu'il est devenu à nouveau riche, eh bien, la gimmick de quelqu'un qui rigole de tout et de rien parce qu'il est content. Par exemple, quand quelqu'un se fait agresser ou qu'il est à l'hôpital, on se fout de sa gueule. Et si jamais il y a quelqu'un qui est sur le point de crever, ils étaient capables de se foutre de leur gueule. Et ça, c'est vraiment pas cool, si c'était réellement le cas. Mais heureusement que cette gimmick n'a pas duré éternellement. Et je suis bien content que ça n'a pas duré. Parce que ça peut pas durer dans les temps, tout ça. De toute façon, la gimmick qu'on lui donne à Baron Corbin, c'est vrai que c'était pas du top, hein. Tu lui donnes la gimmick de Corporate, ça pouvait servir à quelque chose, mais est-ce que ça allait durer dans les temps? Non. Alors que j'avais peut-être une petite préférence pour la gimmick du loup solitaire. Et après, tout ce qui est King Corbin, Constable Corbin, Happy Corbin, et j'en passe, c'était pas du top avec Baron Corbin. Alors que du côté de Riddick Moss, alors oui, il a un bon petit physique, bien taillé comme il se doit, mais il y a quand même une tenue assez ridicule, notamment ce petit pantalon en jean short très court. On dirait, euh, on dirait un qui va à l'école. Enfin, on dirait un genre d'intello qui va à l'école, mais j'ai jamais vu un intello qui porte pas de lunettes et qui porte des bretelles et qui est ultra baraqué. Donc c'est vrai que Madcap Moss, malgré que ce nom n'allait pas le porter chance pour le faire triompher dans le main event et surtout évoluer à la WWE, ben, il avait un certain potentiel, mais est-ce qu'il allait durer? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et pourtant, c'est tout de même lui qui arrive à abattre par surprise Happy Corbin, vu comment Baron Corbin voulait en terminer vite fait, notamment essayer de faire un End of Days et de le surprendre par les tombées, jusqu'à ce que c'est Riddick Moss qui arrive à le battre. Et du coup, encore une fois, Baron Corbin s'est fait encore passer pour un pigeon de service. Et que voilà quoi, victoire de Madcap Moss, et que c'est un 3,10. Et voilà, je crois que c'était tout là-dessus. Maintenant, je passe directement au main event de ce show de WrestleMania Backlash, et auquel on a les The OG, les Original Bloodline 1.0, uniquement 1.0. Roman Reigns avec les Usos, Jimmy Uso et Jey Uso, qui sont toujours accompagnés par Lord Wiseman, Paul Heyman, qui détient les ceintures par équipe, les ceintures par équipe de SmackDown, la ceinture universelle et le titre de la WWE, vu comment il sait que les deux titres appartiennent à son chef de tribu, et qu'il est fier de les porter sur ses épaules. C'est simple, en tant que lèche-cul, ça se comprend. Ça, c'est une autre histoire, quoi. Voilà. Contre les RK Bro, donc les RK Bro, Randy Orton et Matt Riddle, couramment Riddle, et Drew McIntyre. Alors, il y a une petite histoire autour de cela, si ce n'est que vu comment Paul Heyman a décidé de vanner, ou plutôt de provoquer Drew McIntyre en disant que pendant le jour de la fête des mères, il décide d'appeler Drew McIntyre le nom de son épée, le nom de l'un de sa mère qui était décédé. Et du coup, Paul Heyman décide d'en faire une vanne là-dessus. Bien sûr, ça ne plaît pas aux guerriers écossais.
clairement pas du tout, ça ne me plaît absolument pas, ce genre de vanne un peu méchante. Et pourtant, dans le match, ça va être du pur folie. Alors c'est vrai il y a eu de tout, hein. Du côté voltige, quand c'est les Usos, t'en veux des super kicks, en veux-tu, en voilà. Quand c'est Matt Riddle, il va plus au striking et, euh, et au côté un peu énervant et un peu drôle à la fois. Quand c'est du Randy Orton, eh ben c'est du vintage Orton, du pur classique, on ralentit le rythme et on se presse pas. Pareil pour Roman Reigns, mais vu comment son aura et son authenticité permet de rester ben, au-dessus de certains, d'ailleurs c'est exactement le cas, il va rester au-dessus de certains catcheurs. En même temps, c'est normal, c'est lui le chef de la tribu, c'est lui la tête de la table. Qui peut le stopper? En ce moment, c'était personne, jusqu'à ce que vous saviez qui va remporter le match contre Roman Reigns, WrestleMania 40. J'ai pas besoin de vous en dire, vous connaissez déjà la réponse. Bref. Donc on a eu de tout, des tas de volets acrobatiques, des RKO à gogo, des super kicks aussi, tentative de 1D. Et pourtant, quand c'est du côté des faces qui vont obtenir, ben, essayer d'espérer d'avoir une chance, eh bien, ce sera, je crois, Matt Riddle qui va faire dégager l'un des deux Usos du ring. Et pourtant, l'homme légal, ce sera Roman Reigns qui va spirer Matt Riddle pour remporter le match et de conserver de toute façon ses titres, même si les titres n'étaient pas en jeu, mais juste pour asseoir sa domination, que ce soit dans la division par équipe ou solo, pour montrer à quel point ben, Roman Reigns, c'est lui le chef de tribu, c'est lui qui est au-dessus des lois, c'est lui dont on doit passer et auquel ben, il est impossible de le stopper. Donc voilà tout. Donc c'est victoire de la Bloodline tout simplement et que c'est un 3,80. Voilà tout. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus, ce n'est que j'ai déjà assez trop dit sur ce WrestleMania Backlash. Désolé si parfois j'ai du mal à mâcher mes mots ou que j'ai du mal un peu à me concentrer, mais j'essaye de faire de mon mieux tout simplement. Et pour ce qui est des matchs à l'ensemble, c'est un 3,90 ou 90 si vous préférez. Je pense que c'est assez largement suffisant. Et là, je vais vous le dire, c'est un petit peu la dernière vidéo sur le DVD de catch. Je vais bien sûr en reprendre avec le dernier et non le moindre, quand j'aurai le temps bien sûr. Parce que je m'arrête sur ce côté-ci, parce que je sais que le 12 septembre, il va y avoir le show de la WWE et de la AAA, le World's Collide numéro 2 de 2025, auquel je vais bien sûr regarder et m'y attaquer. Donc ne vous en faites pas, je serai présent pour en parler, ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps-là, ben, je clôture avec cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée et bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde, salut tout le monde.